dimanche 26 octobre, l'édition africaine d'Al 24 News, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre et on entame cette édition avec l'activité diplomatique algérienne. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérienne, Lounès Magraman, et depuis Hanoï au Vietnam, a souligné que la signature officielle par l'Algérie de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité réaffirme son engagement en faveur du multilatéralisme et de la coopération internationale. Cette convention, cadre juridique contraignant pour lutter contre la cybercriminalité, prévoit des mécanismes d'adaptation, des enquêtes pénales et d'échange mondial de preuves électroniques. Magraman a également rappelé à cette occasion l'importance de la transformation numérique, priorité du président algérien Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie, saluée par son rôle dans l'élaboration du texte, confirme ainsi ses succès diplomatiques. Toujours en Algérie, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, a procédé ce dimanche à Alger à l'installation de Nordine Daoudi au poste de président-directeur général du groupe Sonatrach, en remplacement de Rachid Hachichi. Avant sa nomination à la tête de la plus importante entreprise du pays, Nordine Daoudi a été président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures. Dans le dossier sahraoui, la conseillère à la présidence sahraoui chargée de l'information et du monde arabe, Nanal Betarachid, a affirmé dans une déclaration exclusive à la chaîne Al 24 News que le projet de résolution américain est une violation du droit international et a appelé tous les États à s'y opposer. Elle a averti que ce texte dénature la question sahraoui, transformant une question de décolonisation en et d'autodétermination en une transaction entre États favorable à l'occupation marocaine. Elle est revenue également à cette occasion sur les accords commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne et a souligné qu'il s'agit du pillage des ressources du peuple sahraoui. La conseillère à la présidence sahraoui a d'ailleurs dénoncé les nouvelles manœuvres pour contourner l'arrêt de la Cour de justice européenne. Et parallèlement aux tensions diplomatiques et aux débats internationaux sur la question sahraoui, le Maroc connaît lui-même une importante contestation populaire. Dans la nuit de samedi à dimanche, des manifestations massives ont secoué plusieurs villes. La reprise des rassemblements du mouvement Gen Z dénonçant la corruption et la répression des libertés. Des milliers de Marocains sont descendus dans la rue de la capitale Rabat et des villes de Casablanca, Oujda, Marrakech et d'autres exigeant la libération de tous les prisonniers d'opinion et des personnes arrêtées lors des manifestations organisées par le mouvement en cours des dernières semaines. Ils ont également appelé à l'instauration de la justice sociale, la fin de la corruption et la mise en œuvre des causes et des responsables impliqués dans le détournement des fonds publics. L'époque de l'esclavage est révolue, l'époque de l'humiliation aussi. Nous obtiendrons nos droits par tous les moyens pacifiques possibles. Nous ne nous tairons pas avant que nos revendications soient exaucées. La santé, l'éducation, la lutte contre la corruption, la justice et la liberté pour les opprimés. Et bien sûr que les corrompus rendent des comptes à la justice. Aujourd'hui, nous sommes sortis pour exprimer notre colère face aux poursuites qui continuent contre la génération Z. Plus de 2000 personnes sont poursuivies. Plus de 1400 sont toujours détenus. Nous exigeons que ces poursuites et ces dossiers fabriqués cessent immédiatement. Ce sont des enfants du peuple qui sont sortis pour parler de revendications simples, des revendications qui concernent tout le peuple marocain, l'éducation, la santé, la fin de la corruption, la fin du despotisme. Nous, Marocains, sommes tous unis autour de ces revendications. La répression de ces manifestations, en effet, les manifestants du mouvement Génération Z 212 ont conduit à l'arrestation de plus de 1500 personnes et à leur poursuite judiciaire avec des accusations fabriquées de toutes pièces. D'ailleurs, les organisations marocaines sur les réseaux sociaux dénoncent ceci comme étant des procès
fabriqués de toutes pièces, notamment le fait de manifester comme l'organisation de rassemblements autorisés et les prétendues dégradations de la violence envers les forces de l'ordre dans la région d'Agadir. Et dans le procès expéditif, 240 personnes ont déjà été condamnées à des peines de 6 à 15 ans après les rassemblements qui ont coûté la vie à au moins 3 personnes. Ces mouvements débutés en septembre n'ont pas perdu de leur intensité malgré l'appel du roi Mohamed VI qui miroite des réformes, tandis que le gouvernement dit prévoir investir en moins 13 millions d'euros l'an prochain dans la santé et l'éducation. Et dans le dossier soudanais, il semble que la situation va en escalade. En effet, la direction ou une source militaire a déclaré au site Soudan Nabar que les combats se poursuivent depuis ce matin dans la ville d'El Fasher entre l'armée et les forces de soutien rapide, accompagnées de bombardements intensifs. La résistance populaire affiliée aux forces armées a également confirmé ce dimanche dans la capitale de l'État du Darfour du Nord El Fasher était victime d'une campagne médiatique trompeuse visant à saper le moral des troupes et que sa chute était l'un des rêves des forces de soutien rapide, mais que la ville résistait toujours aux attaques des forces de soutien rapide. On reste au Soudan où l'armée du pays a affirmé avoir mené une série de frappes aériennes précises et intensives visant à rassemblement et des sites stratégiques des forces de soutien rapide dans les environs de la ville de Bara, dans plusieurs régions de l'État du Kordofan du Nord. Selon des sources militaires reliées par des médias locaux, ces frappes aériennes s'inscrivent dans le cadre d'un plan décisif visant à affaiblir les capacités des forces de soutien rapide et à renforcer le positionnement de l'armée après la prise de contrôle de la ville de Bara par les forces de soutien rapide à l'issue de violents combats avec l'armée du pays. Et les agences humanitaires ne cessent de tirer la sonnette d'alarme concernant la situation ou la crise humanitaire engendrée par ce conflit qui secoue le pays depuis avril 2023. Les premières victimes de cette crise de haute intensité sont les enfants. Le point avec Amel Zitouni. À l'école Khawla Bent Al-Azwar au Soudan, les élèves portent des écouteurs et travaillent sur des tablettes lors d'une séance d'apprentissage numérique. Heureux de reprendre enfin le chemin de l'école. En 2 ans et demi de guerre, les petits Soudanais n'avaient pas accès à l'école. La plupart des établissements ont été endommagés ou transformés en abris de refuge pour les déplacés, en plus de la pauvreté, des conflits incessants et du travail des enfants. Le directeur général adjoint de l'UNICEF, Ted Sheiban, en visite dans cette école, affirme que les enfants soudanais ont besoin d'aide. 2.5 years into the war. 2 ans et demi après le début de la guerre, le Soudan est toujours confronté à une situation humanitaire catastrophique. Plus de la moitié de la population, dont 14 millions d'enfants, a besoin d'aide humanitaire. 10 millions de Soudanais sont déplacés à l'intérieur du pays, 4 millions fuient vers les pays voisins. Un nombre effarant de 1,4 million d'enfants vivent dans des zones sensibles où la famine a été déclarée ou menace de s'installer. 4 enfants sur 5 ne sont pas scolarisés. À Al-Fasher, 200 000 personnes sont assiégées depuis plus de 500 jours, sans nourriture ni autre fourniture.
Un système scolaire à terre, une insécurité alimentaire aiguë à côté des violences engendrées par le conflit armé. Au Soudan, les enfants n'ont pas un accès convenable à l'éducation, à la santé ou à l'alimentation. Leurs droits sont menacés. Ils ont besoin d'une assistance humanitaire. Every single Sudanese child. Chaque enfant soudanais a été touché par la violence et on est psychologiquement affecté. Et pourtant, ces 2 derniers jours, j'ai pu retourner dans la région de Khartoum et voir des enfants et leurs familles rentrer chez eux. J'ai pu voir un système d'approvisionnement en eau qui couvre 80% des besoins d'Omdurman. J'ai aussi pu voir des écoles construites par des communautés où l'UNICEF a remis des fournitures scolaires, voir des espaces adaptés aux enfants où le sentiment d'être enfant et de jouer est ravivé. Nous travaillons avec de nombreux partenaires dans le ministère de la Santé pour lutter contre les épidémies. L'UNICEF participe à cette histoire où l'espoir, malgré une situation extrêmement difficile, renaît peu à peu à Khartoum. L'impact dévastateur de la guerre est palpable dans tout le pays. La crise humanitaire au Soudan est parmi les pires au monde. Toute une génération est confrontée à un avenir incertain. La Malaisie et l'Afrique du Sud ont réaffirmé leur soutien indéfectible à la Palestine, et ce en marge des travaux du sommet de l'ASEAN. Occasion pour le chef de l'État sud-africain et le Premier ministre de la Malaisie de revenir également sur leurs relations bilatérales et le moyen de le renforcer. Le point avec Maria Chouir. À Kuala Lumpur, en marge du sommet de l'ASEAN, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a rencontré le président sud-africain Cyril Ramaphosa samedi 25 octobre. Les 2 dirigeants se sont serrés la main et ont avancé côte à côte vers la salle de conférence, illustrant dès leur première rencontre la cordialité et la volonté de coopération entre les 2 pays. La stratégie malaisienne consiste à développer de nouveaux partenaires commerciaux tout en maintenant les accords conventionnels existants. Nous avons décidé d'ouvrir ce marché, nous sommes donc membres de l'ASEAN et nous concentrons nos efforts sur l'Asie. Mais nous avons également réalisé qu'à travers les BRICS, nous sommes désormais déterminés à développer nos relations avec l'Afrique et l'Amérique latine. Cette rencontre d'aujourd'hui constitue une étape importante vers ce que j'appellerais la revitalisation et le renforcement de nos relations. Nous avons réaffirmé la nécessité d'accroître les opportunités commerciales et d'investissement entre nos 2 pays, notamment en cette période de tension et de défis géopolitiques où le commerce est instrumentalisé. Le commerce et la coopération bilatérale n'ont pas été les seuls sujets abordés lors de cette rencontre officielle. La situation à Gaza a également été évoquée, ainsi que le courage et l'engagement de défendre ce qui est juste sur la scène internationale. Pour nous, le président Cyril Ramaphosa représente une voix nouvelle, une voix de conscience. Cette ténacité et cette conviction dans la défense de la justice et des droits humains sur tout le continent africain et même jusqu'à Gaza font de lui un acteur majeur de l'initiative de La Haye auprès de la CPI. Au nom de la Malaisie, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour ce courage à défendre ce qui est juste. Notre soutien à la Palestine n'était pas un acte fantaisiste. Il est le fruit de notre propre expérience. Lors de nos consultations ou rencontres bilatérales, vous avez mentionné que le concept d'apartheid est également celui que nous observons dans cette région du monde. C'est ce qui a motivé l'Afrique du Sud à porter plainte devant la Cour internationale de justice. Une démarche que vous avez soutenue malgré les risques et l'opposition considérable qu'elle a suscité. Nous vous remercions d'avoir reconnu le courage de notre démarche et nous continuerons à réclamer justice pour le peuple palestinien comme le monde l'a fait pour nous, Sud-Africains. Cette rencontre tenue à la veille du sommet de l'ASEAN, qui se déroulera jusqu'au 28 octobre, a réuni les dirigeants des 10 pays membres de l'organisation régionale, ainsi que plusieurs partenaires de dialogue, dont le président américain Donald Trump. Pour Kuala Lumpur et Pretoria, cette rencontre marque une étape importante. Les 2 nations entendent désormais traduire leurs liens politiques en projets concrets et faire de leur coopération sud-sud un modèle de solidarité entre l'Asie et l'Afrique.
Et puis en Côte d'Ivoire, le président sortant Alassane Ouattara est en passe de consolider sa large avance dans la présidentielle. Selon la deuxième série de résultats provisoires publiés dimanche par la Commission électorale indépendante. Samedi soir déjà, la Commission électorale indépendante a dévoilé une deuxième vague de résultats provisoires qui confirme la dynamique du chef d'État sortant. Alassane Ouattara domine très largement dans la plupart des départements de l'intérieur du pays, tout comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. La Commission électorale indépendante poursuit la proclamation progressive des résultats département par département avant de livrer le décompte national dans les prochains jours. Autre élection très suivie en Afrique, la présidentielle au Cameroun qui s'est déroulée le 12 octobre dernier et dont les résultats définitifs seront proclamés demain lundi par le Conseil constitutionnel. La Commission nationale de recensement général des votes avait donné déjà Paul Biya, candidat à sa propre succession, gagnant du scrutin avec 53,66% des suffrages exprimés devant Issa Chirouma Bakary, qui lui a récolté 35,19% des voix exprimées. Cabral Libi et Bello Bouba Maïgari obtiennent respectivement 3,41% et 2,45% des voix exprimées. Ces résultats provisoires compilés par les 58 commissions départementaires seront donc confirmés officiellement lundi. L'Assemblée nationale de Djibouti a adopté dimanche à l'unanimité la suppression de la limite d'âge pour le poste de président dans la Constitution. Jusqu'à présent, la loi empêchait le chef d'État de se présenter après 75 ans. Sur les 65 parlementaires présents, tous ont voté en faveur de cette modification, a indiqué l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, Mohamed Dilaïta. Les gardes-côtes libyens ont déclaré avoir sauvé vendredi soir 49 migrants soudanais au large de Zouara, à environ 120 km à l'ouest de Tripoli. En septembre, un naufrage au large des côtes libyennes avait fait au moins 61 morts parmi 75 migrants. La communauté de développement de l'Afrique australe a réitéré samedi son appel en faveur de la levée inconditionnelle des sanctions économiques contre le Zimbabwe. Selon le secrétaire exécutif de l'organisation, Elias Magossi, ces sanctions nuisent aux efforts d'intégration économique régionale en entravant la participation du Zimbabwe au commerce, à l'investissement et à la croissance partagée. À l'occasion de la journée anti-sanctions, la CADC a exprimé sa solidarité avec le peuple zimbabwéen, soulignant que la levée de ces sanctions libérerait le potentiel du pays et favoriserait la prospérité dans la région. Depuis 2019, le 25 octobre est désigné journée anti-sanctions par l'organisation. Le président malawite Peter Mutharika a déclaré l'état de catastrophe dans 11 districts en raison de l'insécurité alimentaire causée par la sécheresse, la hausse des prix et d'autres facteurs économiques. Un rapport indique que 4 millions de Malawites sont en insécurité alimentaire aiguë et que le pays aurait besoin de 224 millions de dollars d'aide humanitaire. Les districts concernés sont répartis entre les régions du sud et du centre. En réponse, le Malawi a signé un accord avec la Zambie pour l'approvisionnement de 200 000 tonnes de maïs d'une valeur de 77 millions de dollars. Un mot de sport avant de clore cette édition. La sélection algérienne féminine de football poursuit sa préparation au Centre technique national de Sidi Moussa
à Alger en vue du match retour face au Cameroun mardi à Douala pour le deuxième tour des qualificatifs à la CAN 2026. Après sa victoire 2-1 à Oran lors de la manche aller, l'équipe a travaillé sur les corrections des erreurs observées et ménage de 2 joueuses fatiguées dans le cadre de la campagne nationale de reboisement. Les joueuses ont également participé à une opération symbolique de plantation d'arbres. Quand le 7e art rencontre les causes justes, ça se passe à Alger. La cinémathèque algérienne ou à Alger, capitale, abrite depuis samedi soir la manifestation Panorama du film Sahraoui, placée sous le thème Cinéma pour la liberté. Objectif, rendre hommage à la lutte et à la résistance et à la résilience du peuple sahraoui face à l'occupation marocaine. C'est un reportage signé Fla Helali. C'est sous le thème Cinéma pour la liberté que la Cinémathèque d'Alger accueille le panorama du film Sahraoui. Une manifestation culturelle qui rend hommage à la lutte et à la résistance du peuple sahraoui face à l'occupation marocaine. Du Sahraoui à s'exprimer. Le cinéma, justement, est un moment propice, justement, de contribuer dans ce combat des consciences, dans ce combat cognitif autour de la question sahraoui. Donc, le livre, de mon point de vue, répondait justement à cette urgence d'essayer de donner la parole à ce peuple, comme on peut, si vous voulez, leur offrir une tribune à travers le livre pour leur donner une visibilité. La programmation comprend la projection de plusieurs films, dont le film documentaire du réalisateur Rabah Slimani consacré à la lutte du peuple sahraoui pour l'indépendance. La vocation du film, c'est de justement porter la voix du peuple sahraoui dans les médias et pour l'opinion publique nationale et internationale. Nous connaissons tous le conflit du Sahara occidental, mais très peu le peuple sahraoui. Donc le film se consacre à montrer qui est ce peuple, comment il vit et quelle est sa condition, quelles sont ses attentes et son espoir. Des conférences et des masterclass ont rythmé la journée, démontrant la force du 7e art dans la transmission des valeurs humaines. L'expression cinématographique a une puissance extraordinaire. La photo déjà, la photo vaut 1000 mots. Et le cinéma, c'est une photo en mouvement, donc c'est encore plus fort qu'une photo. Là, on vient de voir un peu le film de Slimane, qui est assez poignant et qui te montre. On vit à l'intérieur du camp là, quand on voit ce documentaire. Et bien, c'est ça son rôle, le cinéma. C'est aussi de transmettre ce que vivent ces gens-là, ce que pensent, leurs émotions, leurs chagrins, leurs peines. Et c'est une manière de les connaître. Donc, faire connaître déjà, c'est un premier pas. Entre art et engagement, le panorama du film Sahraoui rappelle que la culture reste un espace de liberté et de résistance. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Excellente suite des programmes sur Al24 News.